Alors que nous, on a grandi dans une société, dans une époque où tes parents te parlaient, il ne faut pas regarder dans les yeux, sinon c'est un manque de respect, c'est un affront, il ne faut pas répondre parce que c'est un manque de respect. Nos parents ont commis des erreurs pour que nous, on n'en commette pas. C'est essayer d'avoir un modèle unique ou bien un moule dans lequel finalement tous les enfants, surtout mâles, parlons des garçons, doivent absolument entrer dans ces moules. Au fond de soi, personne d'entre nous ne supporterait l'injustice. Et l'injustice fait partie de l'une des 5 blessures décrites par Lise Bourbeau dans son livre « Les 5 blessures de l'âme ». Par rapport à toutes ces émotions-là qui sont retenues, tout ça, ça a un impact directement sur la santé. Des problèmes d'AVC, d'autres problèmes en fait d'hypertension artérielle, des personnes des insomnies, la dépression, les troubles digestifs. Toutes ces émotions-là retenues causent tout ça. On fait beaucoup de boulot. On voit encore, il y a des hommes qui justement arrivent jusqu'à refuser que leur femme travaille parce qu'ils ont peur de perdre cette place de pourvoyeur. Est-ce qu'on a appris à l'homme comment être un bon mari plus tard ou être un bon père plus tard? Non, on lui a appris simplement à être un bon pourvoyeur. Et aujourd'hui, comme il n'est plus le seul pourvoyeur, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, en fait, il y a tellement de moyens pour se sortir des problèmes qu'on peut rencontrer que ça serait dommage de rester dans son coin et d'en souffrir et d'arriver à la catastrophe. Et nous, les hommes, on est souvent dans une espèce d'orgueil ou de honte, ou je ne sais pas comment qualifier ça. On souffre, on a des véritables problèmes, mais on n'ose pas demander l'aide. Bonjour à tous. Aujourd'hui, si on est réunis, c'est parce qu'on sait que l'Afrique et les Africains ont un potentiel extraordinaire. Par contre, on sait aussi que avoir un potentiel et savoir l'activer et le mettre au service de l'Afrique et de sa vie, ça, c'est une autre histoire. Et donc, aujourd'hui, je vous accueille dans le show Impact Africa. Et ce show-ci, on discute avec des personnes qui ont des histoires inspirantes, qui ont surtout aussi osé pouvoir aller vers leurs rêves et avoir ce déclic pour pouvoir justement atteindre et développer leur potentiel. Et donc, aujourd'hui, je suis très, très honoré de recevoir Rouillon. Rouillon qui va se présenter, mais qui pour moi m'a frappé parce qu'il a écrit un livre. Et il a écrit un livre où il se dévoile. Et on sait que c'est très rare chez nous, les Africains, surtout les hommes, de pouvoir dévoiler leurs faiblesses, de pouvoir dévoiler leurs blessures. Et c'est pourquoi j'ai voulu avoir Rouillon ici, parce que c'est quelque chose qui est extraordinaire, ce qu'il a fait, et surtout ce qu'il fait au quotidien. Il va nous raconter ça. Donc, bienvenue Rouillon, bienvenue sur Impact Africa. Merci Arthur, merci pour l'invitation. On va te découvrir au fil de l'interview et je pense que ça va être une pépite. Mais ici, dans ce show-ci, on aime bien commencer par des questions plutôt, on va dire, légères et qui nous permettent de te découvrir un peu différemment, si tu veux. Donc, j'ai 3 questions pour toi. Mais pour pouvoir te poser ces questions-là, j'aurais besoin que tu choisisses déjà pour la première entre le numéro 1 et le numéro 11. Je prends le 5. Numéro 5. Donc, si tu devais aller en Afrique, si tu devais déménager en Afrique avec toute ta famille, quel pays tu choisirais et pourquoi? Alors, si je devrais déménager en Afrique, alors, sans fâcher personne, je choisirais le Cameroun. Un pays que j'ai découvert et j'ai découvert des zones qui m'ont beaucoup touché et j'ai trouvé en fait très, très agréable pour vivre, notamment l'ouest du Cameroun. D'accord. OK, c'est intéressant ça. Parce qu'on précise que tu es originaire du Congo. Du Congo-Kinshasa, oui. Congo-Kinshasa, OK, d'accord, c'est intéressant. Et donc, ça ne te dérangerait pas d'aller vivre dans un autre pays? Est-ce qu'il y a une raison particulière au Cameroun? Parce qu'on sait qu'en plus, tu es marié, donc… La raison au Cameroun, c'est que j'ai vu, disons, j'aime bien découvrir en fait. Alors, je ne dirais pas que mon pays d'origine, le Congo, je connais très très bien le Congo, puisque le Congo, il est vaste, hein, c'est 4 fois la France. Je connais certains coins. Mais je vois aussi, en fait, finalement, mon choix se tourne aussi par rapport
au coût de la vie. Le coût de la vie, il est beaucoup plus élevé, j'ai remarqué, au Congo par rapport au Cameroun. Déjà, ça, c'est un des éléments. Et le deuxième élément, c'est que j'aime découvrir, j'aime être plongé dans dans d'autres cultures. Je suis quelqu'un qui suis très, très, très ouvert vers d'autres cultures. Donc, aller vivre à un endroit autre que ma terre en fait d'origine, c'est aussi une manière pour moi en fait finalement de ne pas être sous mes zones de confort, là où on va parler ma langue maternelle et là où finalement je vais être obligé à chaque fois à réapprendre, à découvrir et finalement à m'épanouir autrement. D'accord. Donc, tu es quelqu'un qui est dans ta zone de confort. Bon, je suis pas surpris, hein, au vu de ce que au vu du livre que tu as écrit. Donc, mais c'est intéressant de savoir. Donc, une deuxième question, est-ce que tu peux choisir entre le numéro 1 et 11? Donc, à part le 5 que tu as déjà choisi. Je choisirai le 7. Le 7. Donc, s'il y a une chose que tu pouvais faire 24 heures sur 24, ce serait laquelle, en fait? Donc, tu avais tout l'argent du monde, on te dit 24 heures sur 24, tu choisis de faire une seule chose. Est-ce que tu aimerais faire? Si je dois faire une seule chose, ça serait être au contact permanent avec des jeunes et pour pouvoir transmettre afin de permettre à ces jeunes de révéler leur vrai potentiel et de le mettre ou au service de la société ou au service finalement de différentes sphères dans lesquelles ils peuvent être amenés à évoluer. Et je ne dis pas ça seulement parce que mon métier, c'est enseignant, mais je suis vraiment touché en fait par la jeunesse qui est pour moi une phase de la vie vraiment clé et il y a beaucoup de choses qui se jouent en fait dans cette période-là de la vie. D'accord. Ça, c'est assez profond comme, comme réponse. Donc, une dernière question. Si tu peux choisir entre 1 et 11, à part le 5 et le 7 que tu as déjà choisi. Je choisirais le 3. Le 3. Quel est l'aliment préféré? Quel est l'aliment qu'on trouve tout le temps dans ton frigo chez toi? Africain d'ailleurs. Aliment qu'on trouve souvent dans mon frigo en fait africain, c'est la chikwang, hein, le bombolo en fait dans toutes ses formes. Et c'est l'aliment préféré. Et la période où il y a le safou qu'on appelle souvent la prune ou la tanga au Gabon, ça, quand il y en a, tant que c'est pas fini, je ne suis pas tranquille, j'en mange sans cesse, quoi. Ok, merci pour ça. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai lu ton livre et qui m'a particulièrement touché. Parce qu'effectivement, tu te dévoiles aussi même voilà, l'histoire de ta famille. Et la première question en fait que je voulais savoir, c'est parmi là, tout ce que tu as vécu, Oui. qu'est-ce que tu considères qui t'a le plus freiné dans la découverte ou même la réalisation de ton potentiel, ou en tout cas dans ce cheminement-là? Alors, ce qui m'a permis, tu dis dans les choses que j'ai vécues, ce qui m'a permis. Oui, dans les choses que tu as vécues. Si tu as pu toucher du doigt, ou est-ce que tu as pu prendre conscience de certaines choses qui ont pu en fait être, tu vois, des blocages psychologiques liés justement au fait de toute l'expérience que tu as eue, quoi. De toute l'expérience que j'ai eue, la chose qui a été pour moi un blocage et en même temps un déclencheur pour me permettre finalement de me rendre compte que là, si je ne fais pas le travail, je risque de ne pas rattraper les choses. C'est le traumatisme causé par la séparation de mes parents. D'accord. C'est intéressant ça. Mais on va revenir dessus. Mais déjà, je voulais juste commencer par ça, mais est-ce que du coup, tu peux quand même nous expliquer un peu ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, ce qui te passionne, tu vois, qu'on puisse quand même savoir qui est Rouillon, quoi. Alors aujourd'hui, dans Rouillon déjà, 45 ans depuis 2 jours, 45 ans. Félicitations. Marié depuis 10 ans, père de 5 enfants, dont 3 filles et 2 garçons. Je suis enseignant de métier. Depuis 11 ans, j'enseigne
J'enseigne en second degré, comme on le dit. J'enseigne tout ce qui est sciences et techniques médico-sociales, donc auprès des jeunes lycéens, généralement donc sur le cycle terminal. Et je suis aussi chargé d'enseignement à la faculté de médecine à l'université de Tours où j'enseigne tout ce qui est politique publique et gestion de projet auprès des étudiants de master santé publique. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en fait dans mon métier. Et en dehors, en fait, je suis aussi éducateur qui accompagne beaucoup en fait des jeunes qui sont dans des difficultés en fait sociales, des difficultés en fait familiales, des jeunes finalement qui ont besoin à un moment donné d'être accompagnés pour pouvoir arriver à leur projet en fait de vie. Donc on fait aussi ce travail-là, je fais aussi ce travail-là. Et à côté de ça, bien sûr, je gère deux associations. Une association qui s'occupe, qui est plutôt tournée vers tout ce qui est social pour accompagner, que ce soit les hommes, donc au travers de Carrefour des hommes, que ce soit les mamans au travers de Générationnel Éduc, quels que soient les couples et les familles, au travers d'un autre service aussi qu'on a, et depuis peu, pour accompagner aussi la veuve et l'orphelin, pouvoir l'équiper à être autonome. Donc ça, c'est l'une des associations que je gère aussi, que j'ai fondée avec des amis, donc Cité des Refuges. Et depuis peu, en fait, depuis un an, une autre association qu'on a créée, mais qui est simplement tournée vers l'éducation. Donc l'éducation, pas seulement académique, l'éducation plutôt des compétences psychosociales pour pouvoir travailler en fait avec les jeunes, pouvoir les aider finalement à sortir leur meilleur potentiel pour pouvoir jouer un rôle important. Donc cette association-là, bien sûr, porte le projet de mettre en place en France, ici dans la région où on vit, une école spécialisée pour des jeunes qui n'ont pas leur place dans le système éducatif. D'accord. Tu fais pas mal de choses. Donc le social, c'est quelque chose qui est très important pour toi. Oui, Du coup, oui. c'est ça. Et j'entends depuis le début la potentiel. Et du coup, est-ce que tu lis cette notion de potentiel à ce que tu as justement évoqué sur la séparation de tes parents ou pas? Je lis, oui, il y a un lien. Alors, je vais raconter en fait une petite histoire qui va permettre en fait de bien illustrer en fait ce que je dis. Euh, Lorsque mes parents sont séparés, voilà, j'ai ce traumatisme-là. Ouais, je n'entrerai pas forcément dans les détails là, mais pendant longtemps en fait, et dans mon adolescence, j'étais quand même un jeune assez introverti, pas sûr de lui, beaucoup de peur, beaucoup de manque de confiance en moi et tout ça. Et à côté de ça, ben, bien sûr, j'avais un père qui était très, très dur, en fait, qui attendait, en fait, des bons résultats scolaires, comme la plupart de nos parents africains. Et c'était très important pour lui, les résultats scolaires, d'avoir des meilleurs résultats scolaires. Et en tant qu'aîné, il me disait toujours que j'étais la locomotive. Et si, en fait, je prenais une mauvaise pente, tous les wagons, en fait, suivraient. Donc, j'avais cette pression-là de donner toujours le meilleur de moi. Et quand, à côté de ça, je ne produisais pas les résultats, il y avait finalement un langage assez dur, de fois, qui faisait que je considérais à un moment donné que finalement que je ne valais rien, que je n'étais rien et tout ça. Et pourtant, mes résultats scolaires prouvaient bien le contraire. Mais j'étais persuadé au fond de moi voilà, que j'étais bon à rien parce que les mots durs prononcés parfois par mon père me marquaient dans ce sens-là. Ce n'est que bien après, plus tard dans ma scolarité, au lycée, ça allait encore. Quand j'ai eu mon premier échec en fait aux études secondaires, ça m'a pas mal bouleversé parce que je m'attendais pas à ça. J'étais pas préparé à un échec dans la vie. Et plus loin finalement, l'échec était quelque chose qui hantait ma mémoire. À chaque fois, j'avais des examens, des concours. J'avais toujours peur d'échouer. J'avais toujours peur d'échouer. Pour moi, échouer voulait dire qu'on est nul. Voilà. C'était ça, en fait, pour faire court. Donc, et quand finalement, je suis allé, bien après, à l'âge adulte, quand je suis allé passer le concours d'enseignant, un concours très, 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 très sélectif, hein, où finalement, moi, dans ma spécialité, il y avait que 15 personnes qui devaient être retenues en France.
Et dans mon académie, il n'y avait qu'une seule personne qui devait être retenue. Et quand j'ai vu finalement que j'ai passé ce concours-là sans trop grande préparation, bien sûr, j'ai été préparé, mais par rapport à ce qu'on me disait de la préparation, je ne pense pas avoir été jusque-là. Mais pourtant, j'ai eu ce concours-là et j'ai été le seul à être retenu dans mon académie sur ce concours-là. Et je me suis rendu compte que finalement, qu'il a fallu à un moment donné aller puiser au fond de moi ce qui était les meilleurs, chercher en fait savoir quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes forces, m'appuyer sur mes forces et travailler mes faiblesses pour pouvoir être le meilleur, puisque l'idée du concours, c'est être le meilleur. Il fallait absolument que je sois parmi les meilleurs pour pouvoir obtenir ma place. Et par là, j'ai compris finalement que j'avais plus que ce que je pensais en fait. Et au fil des années, en fait, finalement, en tant qu'enseignant, et lorsque je vois mes différentes évaluations en fait d'inspection et tout ça, et les retours aussi des élèves et les retours de mes responsables, de mes supérieurs, qui me disent bon, en tout cas, on a des bons échos de vous. J'ai encore des élèves qui me contactent bien des années après pour dire que messieurs, c'est grâce à vous que j'en suis là. Et finalement, je me suis rendu compte que oui, j'avais certainement beaucoup plus de potentiel que je l'imaginais et que j'ai sous-estimé. Donc c'est pour ça que je suis très très attaché à la notion du potentiel, que deux fois en fait on sous-estime et deux fois en fait on pense même du coup n'est pas en avoir selon le parcours qu'on a eu. Et mon combat aussi va dans ce sens-là, aider les jeunes qui pensent ne pas avoir le potentiel, les aider à découvrir leur potentiel et à donner le meilleur d'eux et pour avancer. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis effectivement tu pensais ne pas avoir le potentiel, mais dans ton livre tu expliques bien que en fait, ton premier échec est arrivé en classe dans le secondaire. Et donc, quand même, ça veut dire que tu as quand même un parcours exemplaire jusqu'à cette classe-là. Et comment est-ce que tu te sentais et pourquoi est-ce que tu te sentais déjà, comment est-ce que tu te sentais? Est-ce qu'à ce moment, je te disais aussi, voilà, peut-être que j'ai pas assez de potentiel? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui te faisait te sentir comme ça? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, tu vois, c'est que moi, je suis un homme aussi, j'ai grandi en Afrique. Et la construction de la confiance en soi, peut venir de plusieurs choses. Oui. Moi, c'est venu du sport. Même si à l'école, j'étais bon, pour moi, c'est venu du sport. C'est-à-dire que j'étais pas bon en sport, j'étais un peu gros. Et donc, après, quand je commençais à faire du sport, je me suis senti bon. Voilà. Je sais que la confiance en soi se construit toujours sur un domaine précis. Mais toi, tu dis, tu as réalisé que tu avais du potentiel plus tard, alors que tu avais de bons résultats scolaires. Donc, du coup, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui t'a empêché de te sentir vraiment quelqu'un avec du potentiel alors que tu as de bons résultats scolaires? Disons comme généralement les enfants, surtout nous dans notre culture africaine, on aime bien avoir quelque part l'aval, je peux dire, du père ou la bénédiction du père. Et je pense que ça aurait été en fait peut-être un enseignant ou bien une personne lambda qui m'aurait dit qui m'aurait sorti par moments des paroles dures ou des paroles du genre Gaillard zéro, voilà, t'es bon à rien, comme deux fois que mon père a eu à sortir emporté dans sa colère. Ça n'aurait pas eu la même ampleur puisque finalement j'étais quand même quelqu'un qui au-delà en fait de ce que je pouvais vivre, j'étais quand même assez têtu, donc je savais assumer quelque part ou bien aller en contre-courant parfois. J'étais un peu ça puisque j'étais quand même, j'avais déjà un peu cette nature-là. Mais je n'ai jamais entendu un jour mon père me dire félicitations. De toute scolarité, je n'ai pas de souvenir que mon père m'ait eu dit félicitations. Donc du coup, lorsque, à un moment donné de la scolarité, d'ailleurs, quand il me disait, en fait, finalement, Gaillard zéro bon à rien, ce n'était même pas en lien avec les résultats scolaires, c'est peut-être en lien avec, ou bien quelque chose où il attendait beaucoup de moi en tant qu'aîné et que j'arrivais pas à le faire. Et j'étais quand même quelqu'un assez réservé. J'étais quelqu'un, en fait, comment on dit? Mon père, c'était un bon vivant, c'était quelqu'un qui était assez très, très, très dynamique. Et moi, j'étais beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. C'était prendre le temps pour dire des choses, ne pas aimer, en fait, une certaine façon de voir. Donc, du coup, j'étais finalement l'opposé, en fait, de mon père. Ce qui fait que dans des éléments où il attendait de moi que j'agisse comme, peut-être,
comme un mâle dans toutes ses formes avec un certain truc. Et moi, je répondais pas forcément sur ça. Et du coup, ça pouvait créer en fait des espèces d'accrochages où il pouvait facilement, quand ça l'énervait, en fait balancer en fait une insulte. Et finalement, ce sont ces insultes-là que moi je gardais le plus. Et lorsque j'arrivais en fait face à tout élément qui demandait en fait à ce que je puisse donner le meilleur de moi, ou bien j'étais en compétition. Toi-même, tu sais que les études en Afrique, vous êtes souvent en compétition. Il faut être dans les têtes des classes. Moi, j'ai toujours été parmi les 3 premiers, en tout cas jusqu'avant que je connaisse en fait cette fameuse échec. J'étais toujours parmi les trois premiers. Donc, et à partir de ce moment-là, en fait, finalement, j'ai commencé à avoir beaucoup de doutes, quoi. Et ça s'est répercuté beaucoup sur mes résultats scolaires. Alors bien sûr, c'était pas de manière catastrophique, mais n'empêche que je n'étais plus finalement dans les classements dans lesquels j'étais. Et puisque, bien sûr, je me disais, bah, de toute façon, dès que tu as une note qui ne reflète pas ce que tu as eu l'habitude d'avoir, bah, tu t'es dit, bah oui, je suis nul, quoi. Je suis nul. Parce que bah, si ton père l'a dit, c'est forcément vrai, c'est ton père, c'est la personne la plus importante pour toi. Donc, c'est un peu ça, en fait, finalement. Donc, c'est pour ça que je disais paradoxal. Les résultats étaient là, mais ils disaient le contraire. Mais au fond de moi, j'étais persuadé que je pouvais faire plus que ça et que c'est parce que j'étais nul que je produisais que ce que j'avais devant moi. Ah, c'est assez profond parce que là, en t'entendant, là, j'étais en train de penser à mes, on a des enfants, toi et moi, on a des enfants. Et en fait, je pensais à mon fils, tu vois. Et je me disais, en fait, est-ce que tu penses que l'éducation de nos parents, nous, Africains, pas tous les parents n'ont pas été comme ça, mais ces parents-là, qui justement pensaient faire des hommes, parce que c'est ça, en fait. Moi, quand ils réagissaient comme ça, c'est parce qu'ils se disaient un homme ne doit pas pleurer, un homme doit être dur, un homme doit être solide et tout. En pensant faire des hommes, est-ce qu'ils ne nous ont pas peut-être brisés, finalement? Parce que briser quelque part, tu vois, parce que on ne peut pas. Enfin, aujourd'hui, je pense que quelque part, tu peux plus le dire comment tu as écrit le livre. Mais c'est pour ça que je te pose un peu la question. Est-ce que tu penses que c'était plutôt contre-productif, contre-intuitif? Et comment est-ce que nous, on peut prendre exemple, tu vois, et prendre ce retour d'expérience et élever mieux nos garçons? Parce que là, on parle des hommes, là, par exemple, tu vois. Disons pour moi, en fait, il y a deux choses qui font partie des erreurs commises par nos parents et même nos grands-parents, en fait, puisque finalement, on n'aurait su que cet héritage-là. C'est de penser à un moment que, au nom, en fait, finalement, en fait, c'est essayer d'avoir un modèle unique ou bien un moule dans lequel, finalement, tous les enfants, surtout mâles, hein, parlons des garçons, doivent absolument entrer dans ces moules. Ce moule fait que c'est un peu ce qu'on fait dans les systèmes éducatifs dans lesquels moi je suis. Donc, les gens peuvent être choqués venant d'un enseignant dire ça. C'est qu'on veut en fait finalement que nos enfants, nos garçons entrent dans un moule. Dans ces moules-là, qu'est-ce qu'on attend? C'est que si c'est fait mal, il doit surtout pas pleurer parce que c'est un signe de faiblesse. Et si en fait il a des problèmes, il doit surtout pas se plaindre parce que ça serait en fait de la faiblesse. Et si finalement il est dans une espèce de négociation ou bien peut-être être un peu tendre, être un peu attendri, tout ça, c'est pas du tout en fait un mal. Et du coup, on nous a amené, on nous a élevés de sorte que tous les garçons doivent absolument être dans ce moule-là. Et si tu n'es pas dans ce moule, tu es quelque part un peu anormal, entre guillemets. C'est qu'il faut absolument, coûte que coûte, c'est un peu comme on a eu dans notre enfance, quand tu étais gaucher, on t'est contrarié pour que tu sois droitier parce que c'est... Donc, finalement, au lieu de prendre en compte la spécificité de chaque enfant, on a voulu en fait finalement faire un modèle unique pour tous les enfants en fait. Ce moule-là, ils doivent tous être dans ce moule-là. Et ce qui fait que il y a des enfants qui entrent dans ce moule sans problème, il y en a qui n'entrent pas du tout dans le moule et c'est ceux-là finalement, ça crée en fait d'autres formes de frustration parce que au fond de soi, personne d'entre nous ne supporterait l'injustice. Et l'injustice fait partie de l'une des 5 blessures décrites par Lise Bourbeau dans son livre Les 5 blessures de l'âme.
Mhm. Et finalement, c'est un modèle, c'est une manière de faire qu'on a reproduit, je dirais même, qu'on a transmis finalement, puisque moi-même, en tant que parent aujourd'hui, il y a un moment, ben, l'une des choses que je n'aborde pas dans mon livre, mais qui a été un élément très, 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 très clé pour me dire que là, mon gars, il faut que tu fasses quelque chose, sinon tu vas faire les mêmes bêtises que ton père. Ben, c'était de me rendre compte que finalement, j'ai reproduisé, malgré moi, ce que je reprochais à mon père, de ne pas être à l'écoute, de ne pas me prendre dans ses bras, de ne pas avoir un moment où il va jouer avec moi. Je reproduisais cela. Mais il a fallu que ma femme me fasse remarquer, mais pourquoi tu es dur avec ton fils? Pourquoi? Et je disais toujours le discours, mais non, c'est un homme, il ne doit pas être comme ça, c'est un homme. Mais au fur et à mesure, finalement, on avançait, je disais, mais en fait, pourquoi il faut absolument qu'il réponde à une forme de commande parce que c'est un homme? Et s'il est différent de ce que moi j'attends, c'est pour autant qu'il ne serait pas un homme, puisque moi, je me rends compte finalement qu'il y a des choses qui ont eu à me faire mal. Et par exemple, l'histoire dont tu as dit, ben, un garçon ne pleure pas, et j'ai retenu mes larmes. Mais les jours où j'ai appris à verser mes larmes, mais c'était des fontaines, c'était difficile de m'arrêter, parce que j'avais contenu pendant longtemps. Et je me suis rendu compte que finalement, bah, les larmes, si on essaie un peu de lire, c'est simplement une manifestation extérieure des émotions qu'on a au fond de soi, soit bah, la joie ou la tristesse et tout ça. Mais ce n'est que normal ou biologique ou humain, si, je ne sais pas ce qu'on peut dire dessus, de les sortir à un moment donné parce qu'on est affecté, parce qu'on a un cœur, parce que ce cœur qu'on a, c'est pas un cœur en pierre. Donc au final, c'est que je reprochais à mes pères, à mon père, je le reproduisais malgré moi, mais parce que c'était la seule chose que j'avais compris. Donc, il fallait qu'à un moment donné que je puisse questionner, mais remettre en question aussi le modèle qui m'a moulé, les modèles en fait que j'ai hérité pour essayer de bâtir un modèle, mais sur mesure, mais en tenant en compte des spécificités de chacun de mes enfants. Et donc, tu dirais que, est-ce que c'est, il y a beaucoup d'autres sujets, de domaines que les hommes peuvent, tu vois, sur lesquels les hommes, en fait, peuvent manifester ça. Mais sur l'éducation, parce que moi, je me sens aussi un peu concerné. Sur l'éducation, tu dirais quand même que c'est, surtout avec ton carrefour des hommes, je sais que tu travailles souvent avec les hommes. Est-ce que tu dirais que c'est justement un des domaines dans lequel les blessures des hommes se, se on va dire, se transmettre le plus, tu vois, dans l'éducation? Ou est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels, tu vois, tu sens que les hommes, en fait, comme ils ont des blessures et qu'ils ne peuvent pas pleurer, justement, et qu'ils accumulent ces émotions-là, ils les déversent peut-être dans d'autres domaines et ça crée des problèmes et tout, quoi. Disons, il y a forcément un lien, mais le point de départ, le point commun que nous, on a retrouvé, qu'on retrouve aujourd'hui auprès de plusieurs hommes, c'est que dans l'enfance, on nous a appris, en tout cas dans la culture, on a parlé avec quelques amis dans Carrefour des Hommes qui sont plutôt de culture européenne, qui ont entendu quasiment les mêmes choses, mais pas très accentuées selon les générations, selon les familles, selon en fait qu'on est dans une famille plutôt d'origine portugaise ou espagnole et tout ça. On a un peu d'écriture similaire avec en fait les latinos sur un certain nombre de choses, surtout l'éducation du mal, quoi. Et on s'est rendu compte finalement que tous les petits garçons, on leur a appris une chose, quand ils tombaient, ça va, c'est pas grave. Tu n'as pas besoin de pleurer pour ça. Mais pourquoi tu pleures? Ce n'est pas si grave. Et tu es un homme, mais tu n'as pas besoin de pleurer. Essuie tes larmes. Et finalement, à force d'entendre ça, si même les larmes montent, tu le retiens en te disant, ben, je suis un homme, mes larmes ne doivent pas couler. Et ils grandissent finalement dans ça et que pendant longtemps, nous, on entend certains hommes nous dire que, bah, qu'ils ont certains problèmes qu'ils ne peuvent pas dire à leurs femmes parce que ça révélerait quelque part une part de sensibilité et la sensibilité, ils les associent forcément à une forme de faiblesse. Donc, c'est comme si finalement, on n'aurait pas le même regard vis-à-vis d'eux en manifestant finalement, en exprimant en fait ces émotions-là.
Et du coup, en fait, ça les étouffe. Et j'ai lu dernièrement, en fait, finalement, par rapport à toutes ces émotions-là qui sont retenues, tout ça, ça a un impact directement sur la santé. Des problèmes d'AVC, d'autres problèmes, en fait, d'hypertension artérielle, des personnes des insomnies, la dépression, les troubles digestifs. Toutes ces émotions-là retenues causent tout ça. Et là, j'ai fait un peu mon prof. Les deux premières causes de mortalité en France, c'est les cancers et les maladies cardiovasculaires. Et les maladies cardiovasculaires beaucoup plus présentes chez les hommes que chez les femmes. Ça, c'est en France. Ça, c'est une statistique en France. Oui. Alors, ça peut, je pense qu'effectivement, en tout cas, on dit souvent que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Je ne sais pas si c'est lié, mais effectivement, moi, ça m'interroge. Apparemment, c'est lié. Ouais, ok. Donc, ça m'intéresse un peu de savoir ce que vous faites dans Carrefour des Hommes. Si tu peux un peu nous dire un peu ce que c'est et vraiment ce que vous faites, tu vois, pour les hommes, parce que je pense que c'est une initiative qui est très importante. Alors, dans un premier temps, la naissance de Carrefour des Hommes, c'était suite au constat que nous avons fait dans les discussions, comme on est en train de faire là ensemble, hein, de nous questionner un peu sur des difficultés que nous pouvons rencontrer en tant qu'hommes, nos différents défis du quotidien, c'est qu'on attend de nous, le poids de foi qu'on peut mettre sur nous en termes de responsabilité. On s'est rendu compte que finalement, les hommes le vivaient pas toujours bien, ces choses-là, ce poids-là. Et de fois qu'ils auraient besoin d'être aidés, mais comme on nous a appris en tant qu'hommes à ne pas forcément exprimer un certain nombre de faiblesses, de ne pas se plaindre, de tout ça. Du coup, les hommes avaient tendance à les retenir. Et en faisant un peu le tour, on s'est rendu compte que, juste parler, ça permet en fait finalement de se faire un bien fou, de se libérer en fait d'un certain nombre d'émotions en fait négatives retenues. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, le fait de parler permet finalement que je puisse avoir un éclairage auprès de mes pairs qui sont passés par là. Je donne un exemple. Moi, je t'ai parlé un moment donné, j'ai eu des difficultés par rapport à ma relation avec mon fils. J'ai dû aller voir un autre homme, lui qui a 4 enfants, mais 3 garçons, pour savoir en fait comment est-ce qu'il a eu à gérer ses garçons et tout ça, parce que je lui ai expliqué un peu comment ça s'est passé. Et c'était la première fois que je me dévoile en fait à un homme et que je craque et tout ça, parce que ça commençait à devenir pesant à la maison. Je voyais que l'enfant en souffrait, je voyais que ma femme en souffrait, et je voyais en fait que finalement tous les efforts que je faisais en fait, si c'était vain, mais c'est parce que je ne savais pas faire autrement. Donc, en demandant de l'aide, et j'ai été écouté sans jugement, et je me suis dit, finalement, s'il y a d'autres hommes qui sont dans un cas comme moi, et qui ne savent pas, qui n'ont pas où aller parler, pourquoi pas en fait avoir un espace pour les hommes. C'est comme ça qu'on a créé cet espace-là, où les hommes peuvent venir. Il y a des hommes qui nous contactent de fois inbox pour pouvoir avoir quelques conseils et tout ça, et pour dans certaines difficultés qu'ils peuvent rencontrer, soit dans leur couple, soit dans leur boulot, soit généralement en fait c'est sur des problèmes finalement familiaux. Oui, avec ma femme, des fois, en fait, on se comprend pas, on n'a pas la même façon de voir les choses. Des fois, c'est en fait compliqué. Les enfants, peut-être, comment s'impliquer, comment trouver sa place en tant que père autrement. Et tout ça, en fait, c'est des questions en fait qu'on se pose et qui reviennent en fait à nous, et on essaye finalement chacun par son expérience d'apporter en fait un éclairage pour avancer. Et Dieu merci, par pas mal de lectures qu'on fait et pas mal de séminaires qu'on suit, qui nous permet en fait d'enrichir un peu la petite expérience qu'on a. Ça nous permet en fait d'avoir aujourd'hui des outils pour pouvoir aider les hommes qui sont en souffrance. Ils sont en souffrance, quoi. Mais on reste toujours sur des cas très, 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 très isolés, parce que les hommes vont finalement dire, oui, j'ai vu en fait ce que vous avez dit, ça me parle, mais sans forcément en dire plus. Il y a quelques-uns qui osent, mais finalement, voilà mon cas.
Mais il y en a qui disent, voilà, donc on est un peu sur ça. Donc, on essaie finalement là, on a eu le week-end il y a 2 semaines, là. Déjà, on a eu un week-end pour travailler sur les blessures des hommes et un week-end qui était très, très, très riche. Moi-même, personnellement, j'ai appris des choses alors qu'avec le livre, je pensais avoir fait le chemin sur plein de choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est tout un processus, en fait, qui est enclenché. Et on s'est dit, en fait, on a eu des retours des hommes qui nous ont dit, on aimerait bien avoir pas mal d'initiatives comme ça. Donc, d'ici la fin de l'année, on va avoir certainement quelques réunions, en fait, des hommes, mais ça va être plutôt des réunions, en fait, en visio, en fait, conférence sur des thèmes qui touchent les hommes. Et l'année prochaine, l'idée de Carrefour des hommes, c'est d'organiser en fait des sessions présentielles pour les hommes et des sessions en fait sur un fil conducteur où il y aurait en fait une première phase où on fait en fait une espèce d'état des lieux de où les hommes en sont par rapport à, voilà, on ne sait pas encore quel thème qui va être abordé, et puis revenir quelques mois pour voir comment est-ce que les hommes ont utilisé les outils. Est-ce que ça a porté du fruit? Si ça n'a pas porté fruit, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un accompagnement personnalisé selon les cas? Donc ça c'est voilà, ça va être notre deuxième phase l'année prochaine. Mais pour Et l'instant, l'objectif, c'est d'atteindre quoi pour les hommes? C'est-à-dire, où est-ce que les hommes sont, donc au point de départ, et surtout, comment ça se manifeste? Peut-être juste pour avoir un peu plus de concret, si tu veux, comment ça se manifeste, par exemple, dans la vie de couple ou avec l'enfant. Et ensuite, quelle est votre vision de vous dire, à terme, l'homme, qu'est-ce qu'il doit être? Même pas être, mais c'est plus où est-ce qu'il doit arriver, quoi. ce qui doit être déjà, c'est dans un premier temps, en tout cas, dans un premier temps, pour nous, c'est que libérer la parole des hommes. Libérer la parole des hommes, surtout les hommes qui sont en souffrance. Alors, bien sûr, c'est le dire comme ça paraît un peu, je ne sais pas comment dire, le dire comme ça, c'est comme si on était un peu, qu'on pensait en fait révolutionner les choses. C'est que, je vais te donner un élément, c'est que il y a eu pas mal d'évolutions en fait dans la société. C'est que l'homme, alors, c'est ce que nous on dit à Carrefour des hommes, c'est que beaucoup d'hommes que nous sommes restés en fait les hommes du passé. Les hommes du passé dans le sens où l'évolution de la société, où aujourd'hui, finalement, l'homme n'a plus simplement le rôle qui lui était dévolu depuis la nuit des temps d'être le pourvoyeur. Aujourd'hui, l'homme n'a plus ces monopoles-là. Donc, c'est forcément perturbant pour quelqu'un qui a été élevé à être le pourvoyeur de sa famille. Et aujourd'hui, ce n'est plus une notion qui est tout à fait vraie. Donc ça, déjà, en fait, un homme qui découvre ça ou bien qui est confronté à ça, ben, tu peux vite être déboussolé, puisque si pendant toute ton enfance, on t'a dit tu dois nourrir ta famille, que tu te rends compte finalement, ben, tu n'es pas le seul à nourrir ta famille, il y a ta femme aussi, et parfois même ta femme gagne plus que toi. Du coup, comment tu te repositionnes dans ces transformations, en fait, finalement, quelque part de rôle, ou bien cette répartition, en fait, de rôle. Donc ça, déjà, en fait, il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui en souffrent énormément, où ils se disent, mais finalement, je sers à quoi? Donc rien que ça, c'est un problème fondamental où on fait beaucoup de boulot. On voit encore, il y a des hommes qui, justement, arrivent jusqu'à refuser que leur femme travaille parce qu'ils ont peur de perdre cette place de pourvoyeur. Ce qui génère en fait des situations de conflit. Parce que aujourd'hui, on sait bien qu'avec l'évolution en fait du courant féministe aujourd'hui, l'évolution de la société, les femmes vont à l'école, une femme ne va pas à l'école. Bon, moi pour mon cas, ma femme n'est pas allée à l'école pour rester à la maison. Même si j'ai été élevé dans ces modèles-là, ma maman était à la maison pour nous élever. Donc aujourd'hui, rien que ce que j'avais vu de mes parents n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Donc, il faut absolument en fait s'adapter. Finalement, c'est aider ces hommes-là à accepter en fait qu'il y a une évolution qui s'est opérée et qu'il faut que l'homme se repositionne. Non pas en fait pour perdre un rôle, mais c'est-à-dire redéfinir son rôle par rapport à cette société qui a évolué. Et aujourd'hui, ben, toi quand tu me dis, ben, oui, on va s'appeler quand je vais coucher en fait mes enfants. Bah, j'ai envie de dire, je suis dans le même cas. Quand ma femme n'est pas là, c'est moi qui gère les enfants.
Mais moi, mon père ne nous gérait pas. C'était maman ou les domestiques. Donc, rien que ça, ben, l'homme apprend ces choses-là. C'est clair. Dans ça. Donc, tout un ensemble de choses auxquelles l'homme n'a jamais été prêt. Et la dernière chose, c'est que par rapport au mariage, pour te donner un exemple concret, dans l'éducation d'une jeune fille, on lui apprend à être, d'ailleurs tôt, nos sœurs africaines, on leur apprend à faire le couscous et tout ça à l'âge de 9 ans, 10 ans et tout ça, à tenir une maison. Parce que c'est dans le but qu'elle soit de futures bonnes épouses, de bien tenir une maison. Est-ce qu'on a appris à l'homme comment être un bon mari plus tard ou être un bon père plus tard? Non, on lui a appris simplement à être un bon pourvoyeur. Et aujourd'hui, comme il n'est plus le seul pourvoyeur, qu'est-ce qui se passe? Voilà les situations que nous rencontrons des hommes qui ont du mal à accepter, accepter le fait que je ne suis plus le seul pourvoyeur et que les factures, je les paie avec ma femme, quoi. Et que la femme estime qu'à partir du moment où je paie aussi la facture, je ne vois pas pourquoi je dois faire que ce que toi tu as envie qu'on fasse. Il faut qu'on décide ensemble. Et il y a aussi une incompréhension, une mauvaise compréhension de la notion du chef. Puisque la notion du chef, non, c'est moi qui décide. Sauf que peut-être que le chef a le dernier mot, mais la femme est là de dire, non, on décide ensemble. Et là, beaucoup d'hommes ont du mal avec. Bon, moi, j'ai pas personnellement du mal avec ça, mais et c'est vrai que ça crée des vraies tensions, Arthur. Aujourd'hui, y a des couples qui volent en éclats juste sur ces incompréhensions-là. Alors que si on s'assoit un peu, on analyse les choses, on se rend compte que en faisant un peu des efforts, en essayant d'être un peu conciliant, en trouvant en fait des terrains d'entente, on peut en fait chacun faire un peu d'efforts et les choses vont bien se passer. Et moi, est-ce que je dirais donc ce que vous faites là comme travail, c'est finalement de la reprogrammation mentale. Moi, c'est comme ça que je le vois parce que oui. Quand tu parles et que tu dis, il suffit juste de faire des efforts. Tu vois qu'on a quand même plusieurs, on sait tous, toi et moi, qu'on a plusieurs niveaux de conscient, le conscient, l'inconscient, le subconscient. Et que même si consciemment on fait des efforts, on se fait rattraper par la programmation et le subconscient que l'on a, tu vois. Et c'est là que moi, je pense que ce que vous faites est super important parce qu'en fait, c'est de la reprogrammation. Effectivement, tu as raison. Vraiment, tu as trouvé les termes, c'est de la reprogrammation. Parce qu'en fait, quelque part, c'est, comment moi j'ai dit, en fait, c'est, je sais plus les termes que nous aimons souvent employer dans le carrefour des hommes. C'est un peu quelque part, c'est débarrasser de tout ce qu'on a eu comme fondement qui aujourd'hui est devenu archaïque. En fait, c'est on fait en fait une mise à jour quelque part parce que on est passé au système Android. Toi, tu es resté avec les Nokia 3310 qui ne peuvent plus prendre le système Android. Un peu ça, quoi. Et ça coince, quoi. Ça coince chez beaucoup. Il y en a, en fait, qui emboîtent le pas, mais je peux te dire que c'est après avoir vécu de fois, il y en a, c'est après avoir vécu de fois des grands conflits au bord, en fait, de la séparation du divorce. Là, on dit, comme je tiens à ma famille, je me dis, je vais essayer. Mais on n'aimerait pas que tout le monde en arrive là. C'est pour ça, en fait, notre travail est aussi préventif. C'est pour ça, en fait, la tranche d'âge, on est à partir de 17 ans jusqu'au-delà. Déjà, à partir du jeune garçon, commencer déjà à faire ce travail-là. Son rapport au sexe opposé, ses responsabilités qui l'attendent dans le futur. Il y a peut-être des ambitions professionnelles, mais il y a la vie de famille. Et la vie de famille, de fois, c'est aussi important que la vie professionnelle. Et que si on réussit pas sa vie de famille, il y a de fortes chances que sa vie de professionnel aussi en prenne un coup. Donc, c'est intimement lié, qu'on n'a pas à sacrifier l'un pour l'autre, mais on peut le concilier, mais il faut le bon dosage, quoi. C'est important, ça, ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est très important. La vie de famille est aussi importante que la vie professionnelle, et voire même plus. Comme moi, je considère qu'elle est plus importante. Après, c'est chacun, effectivement, qui a le dosage qu'il veut. Mais je pense que cette histoire, comme tu disais, de déconstruire finalement les modèles qui ont été construits,
Et en fait, j'adore ce que tu dis parce que j'aime bien souvent dire il y a deux façons de faire. Il y a soit on le fait comme moi, en tant que moi, je suis chef de projet, donc moi, en tant que chef de projet, je sais ce qu'on appelle accompagner le changement. Donc, il y a cette façon de faire l'accompagner le changement où tu es plus dans du dialogue, tu es plus dans de l'influence et tout, ou il y a cassé, c'est-à-dire que tu es sur une route ou tu es sur un pont et il se casse. Et là, tu n'as pas le choix, tu tombes et tu te retrouves forcément dans un autre univers dans lequel il faut que tu survives. Donc, c'est ce que tu viens d'évoquer, quoi. Et je voulais, peut-être la dernière question que j'avais pour toi, c'était, du coup, tu as ces hommes-là qui se retrouvent dans ces situations-là. À quel point c'est difficile d'en sortir et surtout, quel conseil tu as pour un homme qui il observe les difficultés qu'il a, qui se rend compte qu'il ne peut pas continuer comme ça parce que mais les conséquences, c'est peut-être le divorce, c'est peut-être la rupture même avec les enfants, peut-être les enfants qui le fuient. Une fois qu'il se rend compte de ça, qu'est-ce qu'il peut faire pour commencer à changer de cap? En fait, il y a une chose que j'ai appris pendant mes 10 années en fait de mariage, mais j'avais déjà appris ça bien avant. J'avais simplement retenu en fait un ancien dire ça lors d'un mariage. C'est que si on veut réussir, par exemple, sa vie de famille, sa vie de couple, il y a une chose qui est importante, de ne pas rompre le dialogue. Le dialogue, il est très important. Plus de 50% des problèmes dans des couples, c'est parce qu'en fait, il y a vraiment un véritable problème de communication. En fait, on ne dialogue pas, en fait. Chacun, en fait, aime s'écouter parler et ne laisse pas. Et donc, c'est souvent ce qu'on rencontre, c'est que, parce que quand il n'y a pas de dialogue, souvent, on va être dans le non-verbal, dans l'interprétation de ce qui n'a pas été dit. Et des fois, c'est la mauvaise interprétation. Et souvent, ces mauvaises interprétations vont amener en fait à des conflits et qui s'empirent. Donc ça, c'est une chose en fait. Avec le dialogue, on arrive finalement à mettre des mots sur un certain nombre de tensions, des situations qui peuvent devenir à un moment donné conflictuelles. Plus on dialogue, en fait, on évite en fait des conflits. Hein. Que les managers, en fait, les diront dans leur équipe, quand on débriefe régulièrement, on fait le point régulièrement, il y a moins de tension dans les équipes, puisqu'il y a des choses, en fait, on les voit en amont. Donc ça, c'est en fait une chose. La deuxième chose, c'est que il n'y a personne qui se suffit à lui-même. Et ça, c'est très important. Souvent, moi, je vois en fait dans l'association, on a les mères qui sont accompagnées, d'autre côté, en fait, Carrefour des hommes. C'est que il y a des mères qui vont venir, je n'assiste pas à leur réunion, mais j'ai des retours, en fait, en tant que responsable de l'association, des mères qui vont venir, mes sœurs, aidez-moi, parce que avec les enfants, je n'arrive plus. Facilement, elles vont demander de l'aide auprès de leur père, parce qu'elles veulent s'en sortir. Et nous, les hommes, on est souvent dans une espèce d'orgueil ou de honte, ou je ne sais pas comment qualifier ça. On souffre, on a des véritables problèmes, mais on n'ose pas demander l'aide. Et quand on ne demande pas l'aide, il y a un auteur, j'ai oublié son nom, en fait, dans une des émissions de Carrefour des hommes, on avait parlé de ça, se meurt celui qui ne demande pas l'aide. Si tu ne demandes pas l'aide, tu te meurs quelque part. Parce que les situations nouvelles que tu vis, tu n'as pas les clés, tu n'as pas des solutions. Mais il y a des gens qui sont, en fait, tu gagnes du temps et en énergie en demandant de l'aide parce que, en demandant de l'aide, tu vas forcément trouver des personnes qui ont vécu des situations similaires et qui pourront être, en fait, une aide cruciale pour pouvoir t'en sortir. Donc, moi, je pense que quand on entre d'ailleurs dans une situation conflictuelle ou bien on est en fait dans une situation de crise où il y a une crise qui s'est installée, tout ça, je pense que tout problème trouve forcément une solution. Et j'ai dit ça encore parce qu'hier, on recevait en fait un couple qu'on accompagne en fait pour le mariage et tout ça, qui était dans une forme de tension et tout ça. On les a laissés parler. C'est que on s'est rendu compte en fait déjà que
quand l'un parle, l'autre n'écoute pas, ne laisse pas parler, et du coup, il n'a même pas le temps en fait d'exprimer en fait sa pensée. Bon, là, nous, on était là en tant qu'intermédiaire. Donc, on s'est imaginé, quand ils se retrouvent eux deux, c'est normal que les conflits perdurent parce que personne n'écoute l'autre. Donc, si à un moment donné, la situation est installée, c'est être humble, de se dire, OK, peut-être savoir. J'ai envie de dire, si Arthur, j'invite Arthur chez moi, je vais quand même te demander qu'est-ce que tu aimes manger, qu'est-ce que tu aimes boire et tout ça. Comme ça, tu vas me dire. Mais je ne vais pas prendre au hasard. Donc, si la personne avec qui on est finalement en conflit est là, en toute humilité, on peut aussi demander qu'est-ce que tu me reproches ou bien qu'est-ce qui ne va pas. Mais souvent, parce qu'on n'ose pas le faire, on va rester dans des interprétations, des attitudes, des paroles, et puis, et tu sais, des fois, des paroles, on va dire, mais ça ne traduit pas forcément tout le temps le fond de notre pensée, parce que le vocabulaire utilisé ou bien n'était pas le bon. Donc, voilà, c'est certaines clés que je peux donner. En tout cas, dialoguer, avoir recours à l'aide, et puis demander simplement entre protagonistes qu'est-ce qui ne va pas. En tout cas, si on est encore en mesure de les faire de manière plus apaisée. Et si on n'est pas en mesure de les faire de manière plus apaisée, là, on a recours à une tierce personne. Donc, on a tous ces éléments-là. Après, bien sûr, je peux aussi, en bon éducateur, je peux recommander aussi des livres aujourd'hui qui existent pour pouvoir des thérapies de couple où on n'a pas forcément besoin de voir un thérapeute pour ça. Mais on peut aussi avoir recours à des thérapeutes. Aujourd'hui, en fait, il y a tellement de moyens pour sortir des problèmes qu'on peut rencontrer que ça serait dommage de rester dans son coin et d'en souffrir et d'arriver à la catastrophe, quoi. Ouais. Et le terme catastrophe, tu sais, je m'étais énervé un jour sur Facebook parce qu'en fait, j'ai vu l'histoire d'une dame qui a été assassinée par son mari, qui était violent, voilà, et ça m'avait révolté, en fait, si tu veux. Et des fois, j'ai pensé à faire ce que vous faites, en fait, c'est-à-dire à être, tu vois, à accompagner des couples, parce qu'effectivement, c'est le dialogue, quoi. C'est le dialogue à la base. Et ça, déjà, il y a des gens qui, dans leur vie, n'ont pas ça, quoi. N'ont pas cette propension à écouter et à écouter l'autre. Donc oui, catastrophe. Le terme, des fois, il est même pas assez fort parce que il y a des histoires assez effroyables ici, quoi. Donc, on va quand même terminer là. On va pas rallonger. Donc, une dernière question que j'avais pour toi, c'est qu'est-ce que tu aimerais laisser comme héritage, du coup? Si on pense un peu aux hommes africains, par rapport à toutes les actions que tu fais, par rapport à tous les projets que tu as, quel serait ton héritage le plus grand pour toi que tu pourrais laisser? Mon héritage serait d'amener en fait quelque part une génération d'hommes, en tout cas aujourd'hui, puisque on va reconnaître en fait notre héritage en tant qu'homme par rapport à ce qu'on va laisser en fait comme trace, par rapport à ce qu'on commencera déjà à faire là. Ça serait des hommes qui sont capables de questionner les erreurs de leurs parents, les erreurs qu'ils ont vues et de leurs parents. Et j'aime bien en fait dire une phrase d'un ami en fait qui est prédicateur, qui aime le dire: nos parents ont commis des erreurs pour que nous on n'en commette pas. Et j'aimerais bien en fait amener les hommes à se dire en fait, à prendre conscience que nous ne sommes pas obligés de reproduire tout ce que nos parents ont fait, sans avoir un jugement sur nos parents, mais soyons assez lucides de pouvoir faire un tri sur ce que nos parents nous ont laissé comme héritage, ne retenir que ce qui est positif, ce qui nous aide vraiment à nous construire véritablement et s'inspirer en fait d'autres choses, d'autres exemples qu'on peut voir ailleurs pour pouvoir avancer. Et moi, j'aimerais vraiment laisser cet héritage-là. Et je sais qu'en fait, aujourd'hui, le monde, c'est un village en fait planétaire. On peut voir en fait tout ce qui s'est fait ailleurs et tout ça.
Et l'avantage que nous, on a aujourd'hui, en fait, en Occident, nous qui sommes nés en Afrique, nous avons passé en fait une partie de la vie, en fait, en Afrique. D'ailleurs, on nous appelle des Afro-Pays. On a essayé de faire un mix, finalement, entre nos deux cultures. Et on s'est rendu compte, quoi, ici, toi, Arthur, moi et les autres hommes, on s'est rendu compte ici que on est dans une société où on prend le temps à écouter, par exemple, les enfants, leurs émotions, qui s'expriment. Alors que nous, on a grandi dans une société, dans une époque où tes parents t'ont parlé, il faut pas regarder dans les yeux, sinon c'est un manque de respect, c'est un affront, il faut pas répondre parce que c'est un manque de respect. Et aujourd'hui, ici, dans cette société occidentale, les enfants leur demandent de mettre des mots sur ce qui ne va pas. Très tôt, ils expriment, en fait, finalement, ces choses-là. Donc, ça, par exemple, déjà, c'est des choses positives à prendre, par exemple, dans cette culture-là, qui n'est pas la nôtre, et de pouvoir enrichir là où, dans notre culture, on n'a pas eu ça. Donc, moi, j'aimerais amener les hommes à ça, de pouvoir en faire un mix, créer, en fait, finalement, une culture qui est adaptée à l'époque dans laquelle on vit, et qui est adaptée aussi chaque fois à la société dans laquelle on vit. C'est clair que si j'étais peut-être en Afrique, il y a des choses que je continuerai à faire, il y a des choses que je ne ferai pas, parce que le contexte, il n'est pas le même. Donc, une reproduction, mais très intelligente, mais qui est plutôt une reproduction adaptée au contexte dans lequel on vit. Mais ce qui est sûr que on a des bonnes choses à prendre des parts d'autres. Et je vais amener vraiment les hommes à cela. Et nous serons que plus grands. Et nous allons moins détruire, en fait, finalement, ni les générations actuelles, ni les générations futures. Si on arrive nous à faire ça, ça sera un grand héritage qu'on aura laissé, quoi. Bel héritage. Bel héritage et vraiment action très louable et on sent la passion. On sent la passion, on sent l'émotion et c'est très important. En tout cas, pour ceux qui nous ont suivis, il y a le livre, vous pouvez aller plus en profondeur. Je vais mettre le lien là en dessous de cette vidéo. Sincèrement, si vous lisez le livre, vous allez comprendre. Tout ce que vous avez entendu là, c'est vraiment lui, authentique. Et surtout, on comprend cet amour pour que l'homme puisse justement être bien à sa place. En tout cas, merci encore, Rouillon. Merci de ton temps. Et merci aussi à ceux qui t'ont écouté. Et surtout, j'espère et je pense que les hommes qui ont écouté ça, que ça va leur permettre de se questionner vraiment sur les actions qu'ils mettent en place aujourd'hui, les actions qu'ils font. Est-ce que, justement, ça rentre dans un schéma de pensée qui sert aujourd'hui leur couple, qui sert aujourd'hui l'éducation de leurs enfants? Toujours se questionner, je pense que c'est ce que Rouillon nous amène à faire. Et encore une fois, je vais te remercier. Merci à tous et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et Rouillon, en tout cas, nous, on reste en contact. En tout cas, merci beaucoup pour ce que tu fais, Arthur. Tu permets à toute une génération, à des milliers de personnes comme tu parles du mindset, de pouvoir de voir en fait finalement les mentalités changent parce que la société évolue et qu'il faut qu'on soit dans cette dynamique-là. Et le fait même justement de recueillir en fait des témoignages à gauche, à droite, ça permet finalement que nous puissions éveiller en fait les consciences et que les gens avancent. Parce que je pense qu'on en a besoin. On en a vraiment besoin des initiatives comme ça. Merci pour ce que tu fais. Merci. Okay. En tout cas, je dis merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'en fait, des personnes comme Rouillon, il y en a d'autres dans plusieurs domaines. Et la vision de l'Impact Africa, c'est vraiment ça, comme Rouillon vient de le dire. Récolter les témoignages, les histoires, les déclics de transformation qui vont vous permettre, vous aussi, d'avoir ce déclic-là. Et aujourd'hui, j'espère qu'il y a des hommes qui auront ce déclic. Et vous pourrez vous rapprocher de Rouillon. Il fait une action extraordinaire. Il y aurait mettre le lien aussi de Carrefour des Hommes en commentaire en dessous. En tout cas, merci encore à toi, Rouillon. Merci Arthur, bonne soirée à toi. À la prochaine. Bonne soirée à tous. Merci. Bye.